Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à cet atelier identification électronique des acteurs dans le référentiel national. Je me présente, c'est Yajon Weber, je suis responsable d'offres de l'ANS, donc avec Marc. Bonjour. On s'occupe de l'offre qui sont centrées sur l'identification et authentification des professionnels et des structures, c'est-à-dire les acteurs intervenant dans le système donc de la santé sociale et médico-sociale. Alors, Donc, vous voyez nos têtes sans les masques. on a la chance aujourd'hui d'être avec le directeur GCS, Sarah, donc Monsieur Bertrand Bellet, qui ferait une petite intervention donc, au sein de cet atelier. Merci beaucoup pour votre participation. Alors, cet atelier va se dérouler de manière suivante. On va rappeler les enjeux d'identification des acteurs de santé. Ensuite, on va faire un petit lien entre le rôle de identification, authentification des acteurs avec les programmes de sécurité, notamment sur les référentiels et les services socles. Alors ensuite, on va vous parler un petit peu de élargissement du RPPS+, suivant de référentiel finesse. Et puis à la fin, on va vous expliquer comment l'ANS va vous accompagner dans du coup l'acquisition des moyens d'identification électronique pour les acteurs de votre territoire. Je laisse la parole à Marc. Voilà, pour commencer, on a désormais, donc, depuis l'ordonnance du 12 mai 2021, une base légale qui pose un certain nombre de principes et de dispositions concernant l'identification des acteurs, personnes physiques et personnes morales, pour accéder à des services numériques en santé. Voilà. Donc, tout ça étant détaillé, bien sûr, dans des référentiels ou des textes réglementaires. Et ce que dit l'ordonnance, c'est qu'il y a des services numériques. Pour accéder aux services numériques, il faut des moyens d'identification électronique répondant à un certain nombre d'exigences. Et détenir un de ces moyens d'identification électronique requiert un enregistrement préalable dans les référentiels nationaux d'identité. Donc, en gros, le RPPS et le FINES pour les personnes physiques et personnes morales respectivement. Voilà. Donc, c'est pourquoi on a déployé ou développé, on est en train de commencer à déployer plutôt, ce qu'on a baptisé le RPPS+, c'est-à-dire étendre le périmètre du RPPS au-delà de son périmètre historique traditionnel. Donc, quel est le lien en fait entre identification électronique des acteurs et les programmes de sécurité? Là, on fait un petit focus sur les 4 services et référentiels socles, donc dans le programme de déploiement. Donc, les 4 services, je pense que je n'ai pas besoin de rappeler qu'est-ce que c'est, vous les connaissez déjà très très bien. Alors, là, si on regarde pour l'INS, pour utiliser le service, en fait, le professionnel généralement des services d'admission des patients, ils doivent soit avoir une carte, donc soit avoir un certificat pour accéder donc au service. Donc voilà un prérequis en fait pour le déploiement de ce service INS. De manière similaire, par exemple, si on prend l'exemple de dossier patient médical partagé, alors pour les professionnels qui doivent consulter le DMP, il faut le professionnel soit équipé de sa carte CPS ou bien donc établissement doit disposer des certificats IGC Santé. Ensuite, pour MS Santé, le professionnel, cette fois-ci, n'a pas obligatoirement, selon les opérateurs, de disposer d'une carte. Par contre, s'il veut avoir une PAL nominatif, il est obligé d'être enregistré, reconnu, on va dire, dans le référentiel d'identification RPPS.
pour les structures, donc il doit aussi être reconnu dans l'annuaire santé. Sinon, il ne pourrait pas créer des messageries organisationnelles. Alors, pour le ProSanté Connect, c'est pareil. Le professionnel doit être forcément référencé dans l'annuaire santé, donc l'annuaire national. Sinon, il ne serait pas reconnu par ce fournisseur d'identité ProSanté Connect. Alors, tout ça, c'est pour dire la rubrique sur l'identification électronique et ses moyens d'authentification associés, c'est vraiment le prérequis, on va dire, c'est vraiment la clé d'entrée pour le déploiement de ces services socles de sécurité. Voilà, donc la carotte traditionnelle concernant les professionnels avec, vous voyez ici tout ce qui était dans le RPPS depuis déjà plusieurs années. Ça en rouge, c'est ce qu'on vient de terminer. En fait, on a réussi à intégrer les professionnels infirmiers dans le RPPS. Alors, ce n'est pas 700 000 parce qu'ils ne sont pas tous inscrits au tableau. On en avait 700 000 en version ADELI. Et là, en version RPPS, c'est un peu moins de 450 000. Sachant qu'on espère que les retardataires, on va dire, vont s'inscrire dans les mois et les années qui viennent, bien sûr, puisque les non-inscrits ne sont plus dans aucun annuaire national. Il faut bien voir, quand une profession disparaît d'ADELI, pour entrer dans le RPPS, ben voilà, elle disparaît. On n'a plus d'identifiant national valide et en cours. Donc ça, c'est tout frais. On a fini la semaine dernière. Ensuite, on a un projet qui va se déployer dans le courant de l'année 2022, qui concerne toutes les professions que vous voyez ici en petit, donc notamment les psychologues, notamment les assistants de service social, je pense au secteur médico-social, et puis toutes les professions de l'appareillage et un certain nombre de professions paramédicales qui relèvent de l'ARS. Donc on va passer de ADELI à RPPS, on va détailler ça juste derrière. Et enfin en bleu, projet émergent, donc c'est le RPPS+, c'est comment permettre que lorsqu'il y en a besoin, des nouveaux professionnels, en particulier dans le médico-social, puissent avoir une identité RPPS, être dans l'annuaire national. Alors concrètement, qu'est-ce que ça signifie ces projets? Alors sur le... Déjà. Bien sûr. Le projet RPPS+, en termes d'atterrissage, il en est où? On va y revenir juste après, si vous voulez bien, mais c'est un projet qui n'a pas de fin parce que l'idée, c'est d'enregistrer au fur et à mesure qu'on a besoin de donner une identité numérique à des acteurs, de les enregistrer dans l'annuaire national. Ce qu'on a fait cette année, c'est qu'on a fait un certain nombre de projets pilotes pour valider l'outil d'enregistrement, pour valider des procédures, les prérequis organisationnels, etc. Donc là, on est en train de faire en gros le rétex de cette phase et on projette un déploiement plus ample pour 2022, à partir de 2022. Donc là, du coup, on commence par les hauts de la carotte, on va dire. Les projets, du coup, d'abord la bascule d'infirmiers et les professions ADELI dans la RPPS. Les infirmiers sont basculés, du coup, à partir le 28 octobre 2021, à partir de cette date-là, le guichet devient unique, en fait, pour cette profession. Auparavant, les professionnels des infirmiers s'enregistrent auprès de leur ARS et puis ils s'inscrivent aussi à l'ordre. Maintenant, l'ordre devient vraiment l'autorité d'enregistrement officielle unique. C'est une grande simplification administrative parce que pour les infirmiers, ils n'ont plus besoin d'aller solliciter au département de l'ARS pour chaque changement de lieu de travail. Et le numéro RPPS devient vraiment unique et pérenne tout au long de sa carrière. Juste compléter, je reviens sur l'identifiant. Les identifiants ADELI pour les infirmiers n'ont plus en quelque sorte de valeur progressivement. Alors bien sûr, on a privilégié la continuité de service, c'est-à-dire les infirmiers qui aujourd'hui ont une carte CPS, par exemple, avec un numéro ADELI, ça continue à marcher, etc. On va la refaire pendant un certain temps. Par contre, un infirmier qui n'est pas inscrit au tableau, aujourd'hui,
ne peut pas commander une première carte CPS, voilà, ou activer une ICPS. La condition, c'est d'être inscrit au tableau, ce qui permet d'avoir un numéro RPPS et d'être intégré dans l'annuaire. Tout à fait. Alors, Passe au suivant. donc, du coup, après les infirmiers, nous passons aux autres professionnels à Delhi. À partir de 2022, ces professionnels vont être basculés donc, successivement donc, dans le répertoire RPPS. Alors, grand bénéfice, on va commencer par les professionnels. Hein. Donc, je disais tout à l'heure, c'est une grande simplification administrative pour les infirmiers. Et ensuite, il y a quand même des enjeux donc, pour les fournisseurs de services parce que du coup, en tant qu'exploitant des annuaires locaux, vous n'avez plus qu'un seul identifiant, donc unique pour l'ensemble des professionnels, et aussi un référentiel donc avec un modèle de données, une nomenclature de données donc unique. C'est un grand avantage pour les fournisseurs de services. C'est beaucoup plus simple de gérer une base de données que plusieurs. Alors, pour les patients, bien sûr, donc le fait d'inscrire les professionnels dans une base de données référentielle portée nationale, donc ça donne de la confiance sur l'offre de soins. Donc, voilà. On va passer Ouais, je reviens un petit peu plus en détail hein, sur le RPPS+. Il faut bien voir que jusqu'ici, RPPS / ADELI, c'était une logique. Je suis dans l'annuaire national. Alors, ce n'est pas autour de l'identité numérique, c'est parce que la condition pour exercer la profession, c'est de faire vérifier mon diplôme, c'est de présenter tous les documents, casier judiciaire, etc., pour être inscrit à l'ordre. Voilà. Et l'annuaire, en quelque sorte, est un sous-produit de procédures permettant l'entrée, l'exercice de la profession. C'est vraiment l'enregistrement obligatoire. Ça, c'est environ 2 millions de professionnels qu'on a déjà hein, dans RPPS et ADELI. Bientôt tous dans RPPS. Pour la partie plus, c'est j'enregistre quelqu'un, on ne vise pas l'exhaustivité. J'enregistre quelqu'un parce qu'il va avoir besoin d'une identité numérique, d'un moyen d'identification électronique pour accéder aux services numériques. Alors, ce qu'on a prévu, c'est que essentiellement, ce seront les employeurs qui feront le travail d'AE, autorité d'enregistrement. Hein, c'est quand même les mieux placés hein, pour enregistrer leurs salariés ou les personnes agissant sous leur responsabilité. En complément, les grades, les ARS, pourront avoir un rôle plutôt en backup, on va dire. Par exemple, pour enregistrer des professionnels isolés ou auto-entrepreneurs ou intervenant vraiment dans des petites structures pour lesquelles c'est peut-être plus compliqué que l'employeur tienne ce rôle qui est important hein, parce qu'il s'agit d'enregistrer les personnes, de dire lui, il travaille chez moi, mais aussi de dire lui, il est parti. Hein, on produit à partir de ça en fait des pièces d'identité électronique qui attestent de la légitimité d'un acteur à accéder au service. On l'a déjà dit rapidement. Être dans le RPPS, ça permet quoi? Ça permet d'avoir une ICPS pour accéder à des services pro santé connectés. Ça permet d'avoir une balle nominative, MS Santé. Et voilà, c'est aussi une simplification, enfin c'est ce qu'on pense, hein, c'est je m'enregistre une fois, j'ai accès à N services. Là où aujourd'hui, dans un certain nombre de cas, notamment dans le médico-social, j'ai besoin d'accéder à 3 logiciels, ben, j'ai 3 ouvertures de compte, 3 enregistrements, etc. C'est un peu ça le pari qu'on fait, hein, c'est qu'on apporte aussi une rationalisation et une simplification à terme pour le terrain. Oui, tout à fait. Tout à l'heure, on avait parlé de ProSanté Connect hein, qui se positionne en tant que fournisseur d'identité dans le secteur du coup, de la santé. Le fait d'être enregistré dans le RPPS, donc le professionnel rentre dans le ProSanté Connect. Donc, c'est-à-dire il est référencé par le ProSanté Connect. Derrière, il peut activer sa ICPS. Du coup, les fournisseurs de services peuvent recevoir le jeton pour donc, transmettre
le Prosanté Connect peut fournir le jeton pour transmettre aux fournisseurs de services. Donc, c'est ça l'intérêt en fait d'enregistrement, c'est d'enregistrer une fois et ensuite Prosanté Connect fournit des jetons pour les N services du numérique en santé. En fait, je voulais savoir, est-ce que vous avez le calendrier du coup pour que parce que si j'ai bien compris, tous les professionnels de santé, indépendamment de leur statut salarié ou libéral, ils vont passer sur le RPPS et ils ont ainsi un ICPS dès qu'ils sont répertoriés. Donc du coup, est-ce que vous avez le calendrier pour enfin, je pense que ça va être échelonné durant un an l'année prochaine. Et après, la deuxième chose, c'est du coup, enfin, bon, cette question. Je vais déjà répondre à votre première question. Merci. Donc, si on parle des professionnels ADELI, c'est-à-dire obligation d'enregistrement, ça, on est en train de consolider le planning, donc je ne peux pas vous donner des jalons précis, c'est courant 2022. Donc, toutes ces professions-là vont basculer dans les RPPS. Alors, certaines de ces professions peuvent déjà accéder à la CPS et d'autres non. Donc, ça, c'est des règles historiques, pas toujours très pertinentes aujourd'hui. Et en tout cas, retenez que dès lors que ces professionnels seront dans la RPPS, ils pourront tous avoir une ICPS, en fait, pour accéder à des services. Sur la partie professionnelle sans obligation d'enregistrement, on ne peut pas vraiment donner de planning parce que c'est difficile de prédire à quel rythme le déploiement va se faire. Il faut bien voir que l'enregistrement se justifie pour accéder à des services. Donc, si en face, je n'ai pas le DMP, par exemple, qui est ProSanté Connecté, ben, ça freine un peu. Si je n'ai pas un dossier patient, un dossier usager ProSanté Connecté, j'ai mon appli sur ma carte, mais je ne peux rien faire avec, quoi. Donc, voilà, c'est vraiment... on a besoin que les deux, les services et l'enregistrement, avancent en parallèle. Oui. On peut aussi voir en fait l'enregistrement comme un prérequis, c'est-à-dire à partir du moment que je suis enregistré, j'ai une ICPS. Derrière, donc, j'accède à tous les services qui vont être déployés sur le terrain. Donc, il y a certains acteurs qui voient ça vraiment comme un prérequis, donc qui fait un projet à part entière on va dire, conditionner en fait ces professionnels pour le développement de la e-santé. Il y a certaines professions qui ne sont pas encore dans la liste des objets de l'assurance santé. Donc, eux, ils vont être introduits. Alors, ça s'appuie sur des dispositions, grosso modo, code de la santé, beaucoup, hein, un peu code de l'action sociale, plus pour les psychologues ou par exemple, ou les ostéopathes, c'est des lois et des règlements qui ne sont pas codifiés. Donc, c'est les professions pour lesquelles je veux exercer la profession, il faut que je fasse vérifier mon diplôme, en gros. Donc, tout cela, on les a de manière exhaustive. Les autres, par exemple, une secrétaire médicale, il n'y a pas de diplôme d'État, c'est quoi une secrétaire médicale? Donc, voilà. Donc, là, sur toute cette partie-là, on est en train, et c'est un travail évolutif, en fait, hein, on est en train de cerner, en fait, les profils ou les rôles dans lesquels on va classer les acteurs. Alors, pas mal. Par exemple, pour le médico-social, il y a une nouvelle matrice d'accès aux documents du DMP, aux documents médico-sociaux, qui définit des profils d'accès. Je suis dans l'équipe de soins, je suis dans l'équipe assistance à la vie sociale, je suis plutôt du côté administratif. Ben ça, on va retrouver, grosso modo, ces profils traduits dans les rôles que vous voyez ici, quoi. C'est un peu ça la logique. Et c'est un travail voilà, qu'on mène progressivement. Pour le moment, c'est plutôt occupé du médico-social, pas beaucoup de l'hôpital. On regarde un peu en ville, qu'est-ce qu'on va faire pour les assistants médicaux, les secrétaires médicales. On contribue sur la task force officine aussi. Qu'est-ce qu'on va faire pour les préparateurs en pharmacie? Voilà. Donc mais c'est vraiment un work in progress, quoi, si vous me passez l'expression. Du coup, je propose peut-être on avance un petit peu. De toute façon, à la fin, on a un temps de questions-réponses. N'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez. Alors, donc là, je vais inviter Monsieur Pellet à intervenir pour faire un petit retour d'expérience de pilote RPPS, parce qu'on a initié en fait une expérimentation après le 2021 avec certaines régions pilotes.
Donc voilà. Merci. Bonjour à tous. Donc, je me présente Bertrand Pellet, je suis le directeur du grade d'Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, peut-être pour commencer, vous situer un peu la motivation de départ qui a fait qu'on s'est inscrit dans l'expérimentation. Dans notre région, on gère un portail d'accès à différents services, accès à la messagerie sécurisée de santé, accès à notre e-parcours, à un outil de gestion des réunions de concertation pluridisciplinaire, etc. Et d'une part, systématiquement, autant que possible, on se synchronise en termes d'identification des professionnels avec les annuaires nationaux. Donc, tous les professionnels à RPPS sont basés sur le RPPS. Les infirmiers, lorsqu'ils ont basculé d'ADELI à RPPS, on s'est synchronisé récemment sur la nouvelle nomenclature. Et historiquement, de fait, pour les professionnels du médico-social, on a une autre modalité d'identification qui est basée sur le couple identifiant structure / matricule, finesse / matricule, sirène, sirette / matricule, ce qui, on le savait bien, poserait des problèmes un jour. Et d'autre part, en termes d'authentification des acteurs de santé, on gère un ensemble de modalités, dont la ICPS pour les acteurs qui peuvent en disposer, qui de fait n'est pas accessible à un ensemble de professionnels. Et donc, on était intéressé de savoir assez tôt quelles seraient, d'une part, les différences entre notre processus d'enregistrement des acteurs du médico-social tel qu'on le fait en région et cette nouvelle modalité du niveau national. Et d'autre part, de voir quels seraient les effets d'inscription, d'enregistrement d'un professionnel directement dans les annuaires nationaux sur la synchronisation avec nos annuaires locaux. Donc, on s'est engagé dans une expérimentation sur le Puy-de-Dôme, qui a démarré récemment, hein, donc le recul est encore pas énorme, mais on a déjà quelques enseignements qu'on peut tirer, qu'on a ciblé sur des acteurs de la coordination de parcours. Alors, soit les coordonnateurs eux-mêmes et leurs correspondants, soit encore de manière plus spécifique sur les structures de prise en charge des troubles du neurodéveloppement de l'enfant, sur les structures émergentes qui elles-mêmes ont des correspondants du champ médico-social. Et donc, petit à petit, on accompagne à la fois les gestionnaires de cas et leurs correspondants à cet enregistrement. Et donc, les quelques enseignements que je peux partager avec vous à ce stade, c'est que d'une part, les procédures sont assez similaires et la synchronisation avec nos annuaires se passe bien. Et donc, le delta n'est pas énorme. D'autre part, il y a quand même quelques éléments de variation qui sont, à mon avis, qu'il est intéressant de souligner. Le premier, qui est très anecdotique, c'est que par rapport à nos procédures historiques, on relève la date de début d'exercice du professionnel, qui n'était pas un champ qu'on renseignait. Et donc, c'est plus mise à jour de nos pratiques, là, en l'occurrence. Et d'autre part, qui est un peu plus problématique pour nous au quotidien, on doit renseigner, notamment en vue de l'accès à ICPS, le numéro de téléphone portable du professionnel. Or, ça, mais c'était déjà une expérience qu'on connaissait dans la région parce qu'on gère de l'authentification à double facteur. Bien souvent, ces agents-là ne disposent pas d'un terminal professionnel et selon les cas, n'ont pas forcément envie de donner leur numéro de téléphone personnel. Voilà. Donc ça, c'est un des écueils auxquels on est confronté aujourd'hui, qu'on passe ou pas, hein, suivant les cas. Voilà. Et pour finir, peut-être plus dans une perspective de généralisation, nous, on s'était inscrit en tant que grade, un peu dans l'esprit de ce qui a été dit tout à l'heure, plutôt à titre subsidiaire pour suppléer à des cas pour lesquels il n'y a pas un organisme gestionnaire qui peut enregistrer les professionnels. Et puis pour défricher, comme je l'ai dit. Néanmoins, maintenant qu'on arrive petit à petit à la généralisation, là, qui a fait l'objet de plusieurs questions, on s'interroge pas mal en termes de méthode sur la manière dont on va devoir travailler, ARS, grade et organisme gestionnaire, parce que la masse est juste énorme et que voilà, on n'a pas la réponse méthodologique encore à ça aujourd'hui. Et j'ai l'impression que l'ambition est forte et le timing pourrait être un peu serré. Donc, plutôt question ouverte à l'ANS à qui je rends le micro. Merci beaucoup. Alors, sur cette question, je pense que Marc a expliqué tout à l'heure, le principe de déploiement, c'est quand c'est utile. Donc, c'est vraiment les établissements qui sont auprès de leurs professionnels qui, généralement, organisent un projet. Et qu'ils connaissent mieux, en fait, leurs salariés. Donc, nous, on encourage les établissements ayant le moyen, ressources et techniques de enregistrer leurs employés quand c'est utile.
Et ensuite, on est conscient aussi pour les petits et moyennes structures. Des fois, voilà, on n'a pas les ressources nécessaires. À ce moment-là, peut-être, du coup, l'ARS et GRAD peut être vraiment un relais d'enregistrement pour aider. Ce qu'on peut ajouter, hein, c'est que sur le médico-social, en fait, en quelque sorte, on s'est accroché à la locomotive du plan ESMS numérique, hein, qui consiste sur 5 ans à financer les établissements d'une part et puis les éditeurs de dossiers usagers d'autre part. Donc, c'est des vagues. Et là, le temps 1, en fait, de la première vague, qui sera au deuxième trimestre 2022, ça concerne un peu plus de 1500 établissements. Voilà, donc on va se consacrer en priorité à cela, parce que ça veut dire aussi que dans ces établissements, il y a en face, il y a un projet et il y a un dossier usager pro-santé connectée. Donc la ICPS va servir à quelque chose. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure, hein, pour motiver l'enregistrement, il faut aussi qu'il y ait des services en face dont la ICPS peut être la clé d'entrée. Sujet un peu différent et qui pour le moment est, voilà, bon, on est dans les débuts. L'ANS va reprendre le pilotage opérationnel du FINES, donc le fichier des établissements, sous tutelle de la DNS, hein, qui assure le pilotage stratégique. Bon, les constats, certains les connaissent, hein, c'est que le référentiel, il est de bonne qualité, mais il n'est pas complet. Il manque dans certains cas, je ne sais pas quoi, il manque les MDPH par exemple, il manque un certain nombre de structures qui pourtant sont présentes en termes d'offres de soins ou de prise en charge. Il y a eu bien sûr des difficultés qui sont apparues pendant la crise Covid. Les sujets aussi d'identité numérique qui commencent à apparaître, identité numérique de personnes morales. Traditionnellement, le FINES, c'est de la régulation, hein, j'autorise une structure, et c'est des statistiques, notamment pour piloter l'offre de soins. Et là, il y a une nouvelle finalité qui commence à monter, qui est l'identité numérique de la personne morale. C'est-à-dire, comment est-ce qu'une personne morale peut interagir avec des services numériques en santé? Je reviens là, en l'occurrence, aux dispositions de l'ordonnance. Du coup, on lance à l'ANS un programme, on peut dire ambitieux. Hein. Alors, d'une part, on va récupérer le FINES, on est en train de récupérer le FINES existant, on va continuer à le faire fonctionner, ça c'est l'impératif absolu, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup d'usages. Et puis d'autre part, on va faire évoluer progressivement le FINES, mais ça, c'est pas avant minimum 2 ans qu'on aura une première version, avec d'une part un accroissement du périmètre. Donc, il faut qu'on revoie la logique d'enregistrement. Aujourd'hui, c'est les ARS et puis les DRETS qui réalisent l'enregistrement des structures. Demain, probablement que d'autres autorités pourront enregistrer d'autres types de structures dans une logique similaire à celle qu'on a pour RPPS+. C'est pour ça qu'on l'a appelé FINES+, on n'a pas été chercher très loin. Donc ça, il faut qu'on revoie la logique de l'enregistrement. On va aussi, en gros, faire un portail établissement qui permettra aux établissements d'être un peu acteurs de leur enregistrement et de la tenue à jour de leurs données dans le FINES. Et puis d'autre part, on a l'opportunité, là on aura le RPPS à l'ANS, le FINES, et puis on va mettre en œuvre aussi le ROR national. Donc là, il y a une occasion de rationaliser, homogénéiser la publication des informations, donc dans une logique d'API bien sûr, selon une syntaxe commune, des modalités d'accès communes. Alors, du coup, à la fin, on revient sur comment l'ANS peut accompagner le terrain. Donc, tout à l'heure, on a parlé du coup cette stratégie de déploiement RPPS+. En fait, c'est vraiment les régions qui sont plus proches donc, des acteurs. L'ANS, nous, on peut aider les régions, aider les GCS pour que vous puissiez avoir des bonnes documentations, des guides, etc., afin que vous puissiez accompagner donc, vos acteurs de votre territoire afin d'acquérir en fait les moyens d'authentification électronique nécessaires pour accéder aux différents services numériques. Alors, donc, si on part du besoin, donc voilà, dans ma région pour le plan ESMS numérique, vous pour le déploiement
des services sécures, bah, j'ai besoin de faire l'alimentation DMP, j'ai besoin de consulter INSI. Donc voilà, je dois commander un certificat. Je suis de secteur libéral, je fais la facturation, ou bien je suis d'établissement de santé, je fais des usages internes établissements, accès aux bâtiments, SSO. On a pas mal d'établissements qui sont déployés massivement la carte CPX. Je suis dans le médico-social, je fais la coordination entre la ville et l'hôpital. Je utilise DUI, DPI, plateforme e-parcours, consultation. Je dois consulter le DMP. Et là, le professionnel doit être identifié, donc enregistré d'abord dans le référentiel national, ensuite équipé naturellement d'une CBS ou d'une ICBS. Donc tout ça, en fait, on va vous accompagner comment il faut faire pour obtenir tous ces moyens d'entente. Voilà, ici, il faut enregistrer le professionnel. Là, on doit commander une carte. Là, on doit commander un certificat. Donc, toute cette couche-là, on a des procédures. On peut partager avec les régions, on peut partager avec les éditeurs. On vous aide, en fait, pour construire votre offre. Et ensuite, voilà, après, c'est des papiers, c'est des formulaires à remplir, hein, c'est des contrats d'adhésion, donc à l'offre MIE de l'ANS. Ça, c'est un petit schéma un peu synthétique hein, pour expliquer comment l'ANS vous accompagne donc, dans l'acquisition des moyens d'identification électronique pour les acteurs. Il y a des rendez-vous qui sont lancés avec chaque région donc pour faire des entretiens un petit peu en bilatéral pour voir qu'est-ce que en fait chaque région où vous en êtes et comment on peut vous accompagner de meilleure façon. On va produire des guides, on va produire des documentations. Voilà. N'hésitez pas à revenir vers nous. Donc voilà, Marc et moi, on va vous communiquer nos adresses mail. Si vous souhaitez un petit entretien, ce sera avec grand plaisir. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Je crois qu'on a terminé notre présentation. Sur la nécessité de commander un certificat pour accéder à l'INSI par un administrateur technique, ça veut dire que là, on est dans une procédure qui est destinée aux établissements. Le secteur libéral, pour l'instant, il n'est pas concerné, prévu de le servir. Donc, la question, c'est est-ce que je peux commander un certificat de structure en secteur libéral pour interagir avec le DMP, par exemple, ou avec l'INS, pardon, avec l'INS. À ma connaissance, on est en train de faire ça pour le secteur radiologie. C'est pas très simple, hein, mais où donc les cabinets de radiologues de ville, en fait, peuvent déployer du certificat. Donc, il a fallu qu'on fasse entrer ça un peu au chausse-pied dans nos procédures historiques. Et voilà, c'est possible, sachant que les professionnels libéraux ont aussi, bien sûr, l'alternative carte. Hein. Bien souvent, ils ont une carte disponible. Alors, bon, en officine, elle est coincée dans le serveur. On connaît les cas où elle n'est pas forcément réutilisable pour d'autres services que la facturation, en gros. Mais oui, c'est envisageable, bien sûr. Avec certaines difficultés, parce qu'un cabinet de groupe, par exemple, c'est pas vraiment une structure, quoi. C'est pas une structure au sens exercice, équipe de soins, etc., quoi. Bonjour, même question pour les grades, puisque à ma connaissance, on n'est pas encore, on ne fait pas partie des critères pour pouvoir avoir ces certificats-là. Or, nos SI ont besoin de s'interfacer avec les NSI. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu sur ce sujet-là pour les grades? Alors, je ne vois pas de difficulté technique ni d'objection de principe. Donc, est-ce que le grade remplit les critères d'éligibilité pour disposer de certificat serveur? En fait, c'est ça que vous dites. Pour l'INSI. Je propose de prendre la question, peut-être de vous répondre, Nargis, par écrit, parce que là, c'est un peu pointu sur la partie INS. Moi, je ne connais pas toutes les règles en détail. Sur le fond, dès lors que le grade, est une plateforme de service,
je ne vois pas bien pourquoi on mettrait des bâtons dans les roues des grades qui veulent commander des certificats dès lors qu'ils en ont besoin, hein, parce que là, on parle d'un service, je suppose, en mode SaaS, où à un moment donné, il est nécessaire d'accéder à l'INS du patient. Tout à fait. Ouais, Alors, j'ai une question qui vient, je pense, d'un acteur de secteur libéral. Alors, c'est verrouillé de nouveau. En gros, la question, c'est est-ce que, du coup, les acteurs dans le CPTS peuvent aussi être enregistrés au RPPS+. Par exemple, les coordinateurs de CPTS. Oui, je pense que la réponse, c'est vraiment oui, parce que justement, la logique de RPPS+, c'est de enregistrer l'acteur quand c'est utile. Parce que si la coordinatrice ou le coordinateur doit accéder donc aux plateformes techniques, donc je pense que ça rentre complètement dans la légitimité d'enregistrement au RPPS et avoir un numéro RPPS+. Alors, il y a une autre question, c'est comment en MCO… Oui. Je reviens sur l'idée des services numériques. Hein. C'est-à-dire que, en gros, retenez que je peux être enregistré dans le RPPS+, dès lors que j'ai une légitimité à accéder à des services numériques en santé. Bon. Donc, ça peut être le cas, bien sûr, des acteurs qu'on vient de citer. Alors, concernant les orthophonistes et les orthoptistes, ces professionnels sont déjà dans le répertoire ADELI. Donc, voilà, c'est le projet EPARS en 2022 qui vont basculer dans le répertoire RPPS. Il y a une autre question, comment en MCO être en connexion avec la ville sur les parcours et l'identification des kinés? Est-ce que les informations du ROR vont être accessibles via trajectoire? Alors, je pense que ça, c'est une question qu'on doit peut-être concerter avec nos collègues de ROR. En tout cas, dans le parcours de soins ville-hôpital, donc on a bien identifié qu'il y a des besoins des acteurs qui travaillent aujourd'hui donc sur le terrain, comme les coordonnateurs de DAC, qui auront en fait la légitimité d'être enregistrés dans la RPPS, à avoir un identifiant national et derrière, bien sûr, d'équiper d'une carte ou d'une e-carte. Ouais, peut-être ajouter que le ROR n'est pas un annuaire exhaustif de professionnels et de structures. Hein. Le ROR, c'est les offres. Donc, un professionnel de ville qui décrit son offre dans le ROR, forcément, il apparaîtra. Un médecin hospitalier, pas forcément, parce qu'en fait, ce qui porte l'offre, c'est un service, une unité fonctionnelle, hein, pour parler le jargon ROR, à l'intérieur de l'hôpital. Des intérêts d'être dans le RPPS+, c'est d'avoir accès à des services comme le Pro Santé Connect. Pour le Finesse+, est-ce qu'il y aura un Pro Santé Connect également en tant que connexion personne morale ou pas? Pour le moment, ce n'est pas prévu. Figurez-vous que je me posais la même question il y a déjà 2 ans. En fait, hein. C'est-à-dire, est-ce qu'on va faire un Pro Santé Connect orienté structure? Pour le moment, ce n'est pas encore prévu. Mais l'idée, elle est vraiment intéressante. Du coup, on réfléchit là-dessus. Mais du coup, si par exemple, je prends un cas concret, je prends une pharmacie. Une pharmacie, il y a beaucoup de personnes qui peuvent travailler dedans. Ça veut dire que seul le détenteur de la pharmacie qui aurait une ICPS pourrait accéder à des logiciels par Pro Santé Connect. Et qui d'autre dans la pharmacie pourrait avoir accès à ces connexions, à ces logiciels? Je vais vous répondre à partir du cas particulier, mais qui est quand même important, hein, du DMP. Dans la matrice du DMP, ça c'est vrai depuis plusieurs années, hein, dans la même colonne, vous voyez comment c'est fait, hein, il y a les professions ou rôles ou profils en colonne et les documents en ligne avec des croix, quoi. Je peux accéder à tel ou tel document. Les préparateurs en pharmacie, ils ont les mêmes droits que les pharmaciens.
Sauf qu'aujourd'hui, ils sont enregistrés nulle part et ils n'ont pas de moyen d'authentification, on va dire, du bon niveau. Dans le meilleur des cas, ils ont une CPE nominative, mais qui sert pour la partie facturation et qui n'est pas, bon, je peux rentrer dans le détail si vous le souhaitez, mais qui n'est pas conforme aux exigences en fait, du DMP. Et donc, c'est ce qu'on est en train de regarder sur la task force Ségur Officine, couloir Officine. Comment va-t-on permettre que, alors, il y a d'autres services socles, mais en particulier pour le DMP, que les préparateurs en pharmacie puissent accéder au DMP? Est-ce qu'on va leur filer des ICPS? Comment ils vont faire pour s'en servir? Qui va les enregistrer? On a des idées, hein, mais pour le moment, on est en train de justement de défricher ce sujet-là. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Alors, on peut déployer du certificat. Il y a des certificats déployés sur un certain nombre d'officines. Et après, c'est service dépendant, j'ai envie de dire. Ça dépend des règles. Malheureusement, tous les services n'ont pas la même logique d'accès. Par exemple, si vous regardez le DMP et l'INS, c'est proche, mais il y a des petites différences dans les exigences, en fait, hein, avec quoi je peux accéder, avec quoi je peux consulter, etc. Oui, tout à fait. Pour le INS, par exemple, ils sont en train de mettre en place l'accès avec le certificat. Par contre, pour le DMP, il y a plusieurs cas de figure déjà. Pour alimentation et création, le certificat peut suffire, mais pour la consultation, on doit identifier en fait le professionnel. À ce moment-là, le certificat d'établissement ne suffit pas. Le professionnel doit vraiment se connecter avec sa propre carte ou sa propre e-carte. Ouais. E-carte ne va encore arriver. Enfin, il y a l'AIR, autorisation indirecte renforcée, qui en gros, c'est du certificat avec une authentification locale du professionnel. Bon, ça, c'est aussi dans les possibilités pour le DMP. Ouais. Jean ni moi, nous sommes spécialistes du DMP. Bon, j'espère qu'on ne raconte pas de bêtises. Mais voilà, retenez que c'est service dépendant et on travaille en fait sur tous ces sujets-là, hein, de comment, parce que c'est des clés pour le déploiement de la santé numérique, bien sûr. Ouais. Bah justement, Marc et moi, on est très intéressés de recenser les cas concrets du terrain. Ça nous apporte beaucoup de réflexions sur l'évolution de l'offre de MIE. Donc, aujourd'hui, on est conscient, il y a dans certains secteurs, hein, l'offre n'est peut-être pas complètement adaptée. Donc, voilà, c'est notre aussi mission de capter tous ces retours de terrain et d'étudier derrière avec nos collègues voilà, pour une solution, on va dire, plus adaptée. Oui, est-ce que toutes les personnes qui sont dans le RPPS+, peuvent avoir une carte CPS, du coup, une CPX? Alors, pour l'instant, ce qu'on a prévu uniquement, c'est la ICPS. Ensuite, on sait qu'il y a déjà des cartes CPE aujourd'hui qui sont utilisées sur le terrain. On est en train de réfléchir à comment accrocher les wagons, c'est-à-dire entre l'ancien CPE qui sont utilisés pour la facturation, qui est vraiment opérationnel, voilà, difficile de faire un gros changement, et accrocher ça avec la nouvelle identifiant RPPS et la ICPS. Mais c'est pas encore sec, hein. On ne peut pas vous donner de calendrier. Ouais. Alors oui, si la question c'est comment active-t-on une ICPS, donc, la première modalité, celle qu'on a déployée en premier, c'est en gros j'enrôle mon téléphone en m'authentifiant avec ma carte. Donc une boucle avec le lecteur de carte, l'ordinateur, le téléphone. On a ensuite mis en place, ça fait déjà au moins 1 an, hein, notamment ça a été beaucoup utilisé autour de la vaccination, hein, de l'accès à SIVAC. On peut activer la ICPS avec le mail et le mobile du professionnel. Donc, en gros, on lui envoie par mail un lien à usage unique avec un QR code. Et sur son mobile, il reçoit un OTP. Voilà. Ça permet d'avoir le niveau de sécurité qui garantit que la ICPS est aussi sécurisée que la CPS. Bonjour, alors j'ai 2 questions. Est-ce que toutes les personnes qui feront partie du RPPS+ pourront avoir une MS Santé nominative? Il y a peut-être, je vais être un peu prudent, en théorie oui, après le cadre réglementaire étant un petit peu différent,
on va dire, enfin un peu spécifique pour la messagerie. Peut-être qu'il y aura des cas où ça coincera, mais en théorie, j'en vois pas beaucoup. C'est-à-dire que vraiment, la logique, c'est balle nominative implique d'être dans l'annuaire national. Donc voilà, on ne peut pas exclure qu'il y ait un ou deux cas qui ne marchent pas ou sur lesquels on se gratte la tête pour dire tiens, est-ce que lui, il a vraiment le droit d'avoir une messagerie alors que par ailleurs, on l'a mis dans le RPPS pour qu'il accède à des services numériques. Donc, j'ai envie de dire à 99%, oui, peut-être qu'il y aura des cas qui poseront problème. J'espère uniquement temporairement. D'accord. Et comment faire pour rentrer dans le dispositif RPPS+, selon les métiers? Est-ce que c'est une demande justement du professionnel vers vous ou comment ça se passe? Pour le moment, on est plutôt. Alors, on s'est beaucoup tourné vers le médico-social. Pourquoi? Parce que sur la partie ville, on n'avait pas l'impression qu'il y avait une maturité de service. Par exemple, le DMP n'est pas encore Pro Santé Connecté. Donc, déployer de la ICPS sur la ville, sur les secrétaires médicales, sur les préparateurs en pharmacie, j'ai envie de dire, on a encore un petit peu de temps. Heureusement d'ailleurs, parce que c'est pas encore, on n'est pas encore tout à fait prêt. Ça ne servira à rien, quoi. Le préparateur en pharmacie aurait sa ICPS, puis il n'y a aucun service qui est utile pour son métier, auquel il peut accéder. Côté hôpital, je veux dire, les utilisateurs qui ne sont pas dans l'annuaire national, ils sont plutôt orientés vers le SI interne de l'hôpital. Ils interagissent peu, en fait, avec des services extérieurs, même les professionnels de santé. Par exemple, les infirmiers à l'hôpital, il n'y en a pas beaucoup qui accèdent au DMP aujourd'hui. Ça va sûrement se développer, mais c'est essentiellement quelques infirmiers aux urgences, voilà, ou dans l'antenne SAMU s'il y en a une, qui accèdent au DMP. Par ailleurs, il y a des difficultés aussi d'articulation entre Pro Santé Connect et puis le SSO de l'hôpital. En général, à l'hôpital, il y a un SSO et comment on fait pour propager en fait le jeton Pro Santé Connect vers le transformer en jeton SSO en fait à l'intérieur de l'hôpital selon l'éditeur. Donc on a vu que là aussi, c'était pas complètement mûr, c'était peut-être pas le terrain où ça allait se déployer le plus vite. En revanche, le médico-social, notamment avec les ambitions du plan ESMS numérique, là, il y a un énorme déficit. C'est-à-dire qu'il y a peu d'authentification forte aujourd'hui, voire très, très peu. Les acteurs ne sont enregistrés dans l'ensemble dans aucun annuaire national, à l'exception des psychologues et des assistants sociaux. Voilà, donc c'est pas que tout est à faire, mais il y a vraiment beaucoup à faire. Et c'est pour ça que naturellement, le premier déploiement, ça va être orienté de ce côté-là. Donc après, on ne pense pas que ça va être les professionnels qui spontanément vont se réveiller un jour en disant « je veux être dans le RPPS+. » C'est plutôt dans une logique de projet. Encore une fois, il faut qu'il y ait un dossier usager, il faut qu'il y ait un service que le professionnel utilise au quotidien et qui soit accessible avec la ICPS. Sinon, donc c'est plutôt du déploiement projet. Alors, typiquement, le SMS numérique, c'est des grappes d'établissements qui se regroupent et pour obtenir le financement, qui choisissent en commun une solution de dossier usager. L'éditeur fait le travail de connecter Pro Santé Connect et les établissements font le travail d'enregistrer leurs professionnels et de déployer la ICPS. C'est ça la logique. Vraiment, on est dans une logique de projet comme ça sur le territoire et pas... on ne croit pas beaucoup qu'on aura des candidatures spontanées, en gros, sur le RPPS. Ça pourrait arriver, mais ce n'est pas de l'auto-enregistrement non plus. À chaque fois, il faut qu'il y ait une autorité qui dise « lui, il est bien qui il dit qu'il est, et son rôle, c'est ça ». Typiquement, l'employeur. Donc, le geek qui se réveille et qui dit « ça pourrait marcher, vous pouvez aller sur le portail RPPS+, vous préenregistrez en tant que professionnel. Ça, cette cinématique, elle existe. Mais ensuite, il faut que quelqu'un valide. Voilà. Faut qu'il soit prêt à le faire, il faut qu'il ait les moyens, les prérequis techniques, etc. Bon, j'espère qu'on a répondu à la plupart des questions. Juste un petit peu... ouais, donc on est obligé de terminer. Par contre, on peut échanger par la suite avec vous. Merci beaucoup pour la participation.